Le téléphone vibra doucement dans la poche de son uniforme au moment où Declan Monroe se baissait pour essuyer chaque trace d'eau sur le sol en marbre brillant du hall principal de l'hôtel Golden Crest Bay. Normalement, il n'aurait jamais osé répondre pendant ses heures de travail, surtout dans un endroit aussi fréquenté, conformément à la règle NDG 1, si souvent répétée par le directeur Mark Ellison, que tout le monde pouvait la réciter. Le personnel d'entretien ne doit en aucun cas utiliser son téléphone personnel dans les espaces publics. Mais lorsque l'écran s'est allumé, le cœur de Declan s'est soudainement arrêté. C'était un appel de l'Université Radboud aux Pays-Bas. Après avoir envoyé 7 fois sa candidature pour une bourse de master en linguistique, et après avoir été rejeté à chaque fois, cet appel pouvait être le tournant. Une chance de se libérer des épuisants quarts de nuit, une chance d'aller chercher Hazel, sa fille de 7 ans, à l'école à l'heure, au lieu de compter sur ses voisins chaque matin. Juste une minute, murmura Declan en se réfugiant rapidement derrière une grande colonne de marbre, espérant que personne dans le hall ne remarquerait Declan Monroe en train de parler. Il répondit à voix basse. La voix à l'autre bout du fil parlait néerlandais avec une précision irréprochable, indubitablement celle du professeur Lawrence Keefe de l'Université Radboud. Declan passa immédiatement au néerlandais, d'une voix grave et posée, avec une prononciation aussi fluide que celle d'un locuteur natif, tandis qu'il discutait des détails de sa candidature. UW Motivatie-brief is helaas niet op tijd aangekomen, expliqua Declan, inquiet que sa lettre de motivation ne soit pas arrivée à temps. Ik heb het 2 weken geleden verstuurd. À ce moment précis, tous les bruits environnants semblaient s'évanouir. Declan se figea et leva lentement la tête. Madeleine Prescott, la milliardaire propriétaire de toute la chaîne hôtelière, se tenait à quelques pas de lui, les yeux rivés sur lui, visiblement surprise. À côté d'elle, Mark Ellison se tenait raide, le regard froid et perçant, rempli de fureur. Declan déglutit péniblement. Ik moet ganik belge later terug, dit-il rapidement, en néerlandais avant de raccrocher aussitôt. Monroe, dans mon bureau maintenant. La voix de Mark Ellison trancha l'air comme une lame, froide et dénuée d'émotion, donnant à Declan l'impression que le sang avait cessé de couler dans ses veines. Si vous suivez l'histoire et voulez voir comment Declan va gérer la tempête qui s'apprête à éclater, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À votre avis, pourquoi Madeleine Prescott a-t-elle été surprise par le talent de Declan ou par un secret bien plus grand encore? Le trajet jusqu'au petit bureau du sous-sol lui sembla interminable. Chaque pas lui pesait. Declan sentait le regard de ses collègues dans son dos, certains remplis de sympathie, d'autres brillants d'une satisfaction à peine dissimulée. À 34 ans, il était la seule personne du service d'entretien à avoir un diplôme universitaire, et Mark Ellison, son responsable, ne manquait jamais une occasion de le rappeler à tout le monde, non pas pour le féliciter, mais pour se moquer de lui. La porte du bureau se referma dans un bruit sourd. 6 années de souvenirs revinrent d'un coup. Il y a 6 ans, Declan Monroe, 28 ans, venait d'obtenir son diplôme avec mention en linguistique à l'Université de Berkeley. Il parlait couramment 6 langues. L'anglais, le néerlandais, le français, l'italien, le mandarin et le japonais. 2 de ses articles de recherche avaient été publiés dans une revue internationale. Son avenir s'annonçait brillant, mais le malheur frappa. Emma, sa femme, mourut dans un accident de la route, le laissant seul avec Hazel, âgé d'1 an, et une montagne de dettes médicales. Declan posa sa candidature pour un poste au département des relations internationales du Golden Crest Bay Hotel. Avec son diplôme exceptionnel, son stage aux Nations Unies et ses compétences linguistiques rares, il pensait être convoqué immédiatement à un entretien, mais non. Il a envoyé au total 52 candidatures allant des relations internationales à la traduction, en passant par la réception, sans recevoir une seule réponse ni un seul appel téléphonique. Monsieur Monroe, nous recherchons des candidats ayant plus d'expérience pratique. Mark Ellison, alors directeur adjoint des ressources humaines, lui répondit d'une voix si bureaucratique qu'elle en était froide. Les diplômes seuls ne suffisent pas. Vous devriez peut-être envisager des postes plus adaptés à votre situation. Que signifiait plus adapté? Père célibataire, sans réseau, sans relation, jonglant avec ses horaires pour continuer à travailler tout en élevant son enfant, écrasé par les factures médicales et le loyer,
Declan accepta un poste temporaire de concierge. Juste quelques mois, se rassura-t-il, juste pour mettre un pied dans la porte, puis on verra ce que je peux faire. Mais quelques mois se sont transformés en 1 an, puis 2, puis 3. Il a demandé à changer de service 15 fois et à chaque fois, sa demande a été rejetée. Par coïncidence, la signature sur chaque refus était celle de Mark Ellison, désormais promu directeur des opérations. Les raisons étaient vagues. Expérience insuffisante dans l'hôtellerie, ne correspondait pas à la culture de l'entreprise, timing inapproprié. Pendant ce temps, Declan voyait des personnes avec des diplômes moins élevés et moins d'expérience être embauchées à des postes auxquels il avait lui-même postulé. Qu'avaient-ils tous en commun? Ils n'étaient pas parents célibataires, ils n'avaient pas de charge familiale, ils pouvaient faire des heures supplémentaires, voyager, participer à des happy hours. Declan ne pouvait pas. Il devait aller chercher Hazel à 18 heures, préparer le dîner, lui lire des histoires avant de la coucher. Le samedi était réservé aux cours de danse classique, le dimanche était le seul jour qui restait pour faire la lessive et préparer les repas de la semaine. Les autres collègues riaient, discutaient, utilisaient librement leur téléphone pendant leur service. Personne ne disait rien. Mais lorsque Declan a reçu un appel urgent de l'école de Hazel l'école parce qu'elle avait de la fièvre, Mark lui avait crié dessus en plein milieu du hall bondé. Monroe, comprenez-vous ce que signifie le professionnalisme? Si vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre travail, vous devriez peut-être trouver un autre endroit où travailler. Dans le bureau exigu du sous-sol, la lumière froide du néon éclairait durement le visage peu amical de Mark Ellison. Il était assis derrière un vieux bureau, les bras croisés sur la poitrine, le regard froid et impatient. Vous connaissez des règles, Monroe. Pas d'utilisation du téléphone pendant les heures de travail, surtout dans les espaces publics. Declan prit une inspiration pour essayer de garder une voix calme. Je suis désolé, monsieur, mais c'était l'université aux Pays-Bas qui m'appelait au sujet de ma bourse de master. J'attendais cet appel depuis... Peu m'importe qui était à l'autre bout du fil, l'interrompit Mark d'une voix tranchante comme une lame. Ce qui m'importe, c'est que Madame Madeleine Prescott, la propriétaire de cet hôtel, a vu un concierge négliger ses fonctions pour bavarder au téléphone au milieu du hall principal. L'injustice fit monter le sang dans la poitrine de Declan Poitrine comme de l'acide. Le personnel de la réception passait des appels personnels toute la journée, personne ne disait rien. Mais lui, pour un appel qui pouvait changer tout son avenir et celui de sa fille, était sévèrement puni. Je vous assignais à nettoyer les toilettes du centre de congrès pendant les 3 prochains mois, déclara Mark en crachant chaque mot comme un ordre. Là-bas, vous pourrez pratiquer autant de langues que vous le souhaitez sans embarrasser cet hôtel. Declan sentit son estomac se nouer. Le centre de congrès signifiait des doubles quarts après chaque événement d'entreprise. Des nuits interminables sans salaire supplémentaire. C'était la punition habituelle de Mark pour quiconque osait sortir du rang. Et encore une chose, ajouta Mark en plissant les yeux, le coin de sa bouche se tordant en un sourire amer. Je vais te laisser passer ça cette fois, mais si tu as des idées ridicules sur ta carrière dans cette entreprise, oublie-les. Tu es concierge, Monroe. C'est le poste qui te convient le mieux. Il marqua une pause, sa voix baissant d'un ton mais devenant encore plus froide. Ne sois pas trop ambitieux. Cette nuit-là fut l'une des plus longues de la vie de Declan, dans le petit appartement d'une chambre du quartier de Mission où il vivait avec Hazel. Declan était assis à la table usée de la cuisine, les yeux fixés sur le diplôme universitaire encadré accroché au mur dont la peinture s'écaillait. Licence en linguistique avec les honneurs, Université de Californie à Berkeley. À côté se trouvaient des certificats de langues internationales, des articles de recherche publiés et une photo de lui aux côtés d'Emma le jour de la remise des diplômes. Emma, si elle était encore en vie, tout aurait été différent. Ils auraient pu se soutenir mutuellement, l'un s'occupant de Hazel tandis que l'autre poursuivait sa carrière. Ils auraient formé une équipe, mais maintenant, il était seul à se battre contre tout. Declan ouvrit son vieil ordinateur portable et se connecta à sa boîte mail. 52 candidatures internes, pas une seule réponse significative, seulement des messages creux. Nous avons sélectionné un candidat plus approprié pour le poste, ou pire encore, un silence complet. Il ouvrit son compte bancaire, solde de 847 $, loyer du mois prochain de 1200 $, les cours de danse classique de Hazel, 150 $, les factures,
$180. Les chiffres ne collaient tout simplement pas. Hazel dormait dans la petite chambre, serrant contre elle l'ours en peluche qu'Emma lui avait offert avant de mourir. Declan la regarda à travers la porte entr'ouverte et son cœur se serra. Elle méritait mieux. Elle méritait un père qui n'ait pas à travailler 3 quarts de travail par jour. Elle méritait des vacances d'été. Elle méritait des chaussures neuves au lieu de chaussures usées et raccommodées à plusieurs reprises. Declan se souvint des paroles d'Emma à l'hôpital juste avant qu'elle ne ferme les yeux pour la dernière fois. Declan, tu as tellement de talent, ne les laisse jamais te rabaisser. Promets-moi de abandonner tes rêves à cause de moi ou à cause de Hazel. Nous voulons que tu brilles. Mais était-il déjà en train d'abandonner? Avait-il laissé Mark Ellison et les gens comme lui faire croire qu'il n'était bon qu'à nettoyer des toilettes? Declan se leva et se dirigea vers le placard. Il en sortit son uniforme de ménage, la chemise bleu pâle avec son nom brodé sur la poche. Declan Housekeeping. Il la posa à côté de son diplôme universitaire. Le contraste était douloureusement suffocant. Un homme diplômé avec mention, parlant couramment 6 langues, publié dans des revues internationales, se retrouvait à récurer des toilettes, non pas parce qu'il manquait de compétences ou d'efforts, mais parce que le système était conçu pour maintenir les gens à leur place. Declan songea à abandonner, se dit que Mark avait peut-être raison, qu'il n'était peut-être vraiment qu'un concierge, que son rêve de mettre à profit son éducation n'était qu'une illusion. Mais alors, il regarda Hazel qui dormait et comprit que s'il abandonnait, que lui enseignerait-il? Que lorsque la vie est difficile, il faut capituler? Que lorsqu'un système est injuste, il faut s'incliner et l'accepter? Emma ne voudrait jamais cela. Declan essuya ses larmes et prit une profonde inspiration. « Tiens bon encore un peu », se murmura-t-il. « Une chance, juste une chance. » Le lendemain matin, Declan arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude, le cœur rempli de détermination. Peu importe à quel point il était traité injustement, il devait rester absolument professionnel. Il ne donnerait pas à Mark Ellison une autre excuse pour le critiquer. À 8 heures pile, 00, le téléphone de la réception sonna. Jennifer, la réceptionniste en chef, décrocha et jeta un regard perplexe à Declan. « Declan Monroe, les RH veulent vous voir immédiatement. » Le silence se fit autour d'eux. Ses collègues se retournèrent pour le regarder, certains avec curiosité, d'autres avec inquiétude, et quelques-uns incapables de cacher leur joie de voir quelque chose se dérouler. Le service des ressources humaines se trouvait au 32e étage, juste à côté des bureaux de la direction, un territoire où la plupart des agents d'entretien ne mettaient jamais les pieds. Dans l'ascenseur, Declan se tenait au milieu d'un groupe de cadres, discutant d'affaires valant des millions de dollars. Personne ne le regardait, pas un regard, pas un signe de tête, comme s'il était invisible. Il était habitué à cela désormais. 6 ans de travail comme concierge suffisaient à transformer n'importe qui en ombre. Les gens passaient sans le remarquer. Monroe Hannah Cole, la directrice des ressources humaines, l'appela dès qu'il entra dans le bureau spacieux et lumineux, avec ses baies vitrées donnant sur toute la ville. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Declan s'assit sur la chaise ferme, le dos droit, les mains posées sur ses cuisses. Il se prépara au pire, à son licenciement. C'était sûrement ça. Hannah l'observa un instant, la voix calme. « Madame Prescott souhaite vous voir immédiatement. » Les yeux de Declan s'écarquillèrent légèrement. La propriétaire de l'hôtel voulait le voir. L'atmosphère de la pièce devint soudainement lourde, suffocante. Le bureau de Madeleine Prescott était si spacieux que Declan eut l'impression d'être entré dans un tout autre monde. Les baies vitrées du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la baie de San Francisco. Le soleil scintillait sur l'eau bleue argentée au loin. Le Golden Gate Bridge semblait flou et éthéré dans la brume matinale. Madeleine Prescott, 48 ans, symbole d'élégance froide et d'intelligence acérée, était assise derrière un bureau en bois noir brillant. C'était la femme qui avait sauvé d'innombrables hôtels en faillite et les avait transformés en des actifs de luxe dans le monde des affaires. On l'appelait la reine de glace. À présent, cette femme puissante regardait Declan droit dans les yeux. Néerlandais, français, italien, mandarin, japonais et anglais. « C'est bien ça ?» demanda-t-elle sèchement en ouvrant un épais dossier devant elle. Declan se raidit légèrement. « Oui, c'est exact, votre dossier. » Madeleine feuilleta quelques pages. « J'ai demandé au RH de me l'envoyer immédiatement après vous avoir entendu parler hier. »
Elle fit une pause, le regard froid et tranchant. Licence en linguistique de Berkeley, vous parlez couramment 6 langues, dont 2 langues asiatiques, et vous nettoyez les salles de bain de mon hôtel depuis 6 ans. Elle posa le dossier sur le bureau. Expliquez-moi cela, Monsieur Monroe. Declan sentit sa gorge s'assécher. J'ai soumis 52 demandes de mutation interne et elles ont toutes été rejetées par qui? Mark Ellison, madame, et Thomas Whitmore, le directeur des opérations. Madeleine nota les 2 noms dans son carnet, l'expression impassible. Intéressant, dit-elle lentement. Monsieur Whitmore se plaint constamment du manque de personnel multilingue pour servir les clients internationaux, en particulier lors des conférences asiatiques. Elle leva la tête, le regard perçant, comme si elle lisait dans ses pensées. Ce que Declan ne savait pas, c'était que 3 mois plus tôt, elle avait engagé un cabinet de conseil pour enquêter secrètement sur le taux de rotation anormalement élevé des employés qualifiés sur la côte Est. Et ce qu'ils avaient découvert était quelque chose que Madeleine ne pouvait plus ignorer. Monsieur Monroe, continua-t-elle d'un ton ferme, demain, l'hôtel accueille une conférence commerciale avec des cadres néerlandais et chinois. J'ai besoin de quelqu'un qui parle vraiment couramment les 2 langues et qui comprenne les cultures. Elle marqua une pause. « Et vous voulez que je nettoie leur salle de réunion, c'est ça? » dit Declan, incapable de cacher son sarcasme et blessé pour la première fois depuis qu'il était entré dans le bureau. Madeleine sourit. « Je veux que vous soyez notre coordinateur des relations internationales pour l'événement, à titre temporaire, avec un salaire de 5 000 $ par semaine, à compter d'aujourd'hui. » Declan faillit laisser tomber son sac. 5 000 $ par semaine, c'était plus que ce qu'il gagnait dans 3 mois. Pourquoi moi? Il doit y avoir beaucoup de candidats bien meilleurs. Madeleine Prescott le regarda droit dans les yeux. Parce que je vous ai entendu parler néerlandais comme un natif. Parce que vous avez exactement ce dont j'ai besoin et parce que je crois qu'il se passe quelque chose de très grave au sein de cette entreprise. 1 heure plus tard, Declan sortit de l'ascenseur avec un tout nouveau badge d'employé brillant sur sa poitrine et un accès complet au système de l'hôtel. Le sentiment était surréaliste, comme s'il venait de pénétrer dans un monde qu'il n'avait observé que de loin pendant les 6 dernières années. En se rendant aux ressources humaines pour remplir les formalités administratives, il croisa accidentellement Mark Ellison. Ce moment était inestimable. Mark se figea, le visage décoloré, comme s'il assistait à l'impossible. « Monroe, que faites-vous à cet étage et pourquoi pas en uniforme? » La voix de Mark était tendue, toujours aussi froide et tranchante, mais aujourd'hui, elle tremblait légèrement. « Je travaille, Monsieur Ellison, » répondit Declan d'un ton calme, coordinateur des relations internationales, à la demande expresse de Madame Prescott. Une fissure apparut dans l'expression de Mark. « Non, impossible. Vous n'avez pas les qualifications requises pour Berkeley, » intervint Declan en conservant son ton professionnel. « Je parle couramment 6 langues, dont le mandarin et le néerlandais. Mes dossiers sont dans les archives des ressources humaines depuis 6 ans, avec 52 demandes de transfert, toutes rejetées par vous. » Mark ouvrit la bouche pour chercher une excuse, mais aucun mot ne sortit. Declan s'éloigna, le laissant figé dans le couloir poli du bureau des ressources humaines. Declan trouva une alliée inattendue, Hannah Cole, une analyste en recrutement nouvellement embauchée, dont les yeux s'illuminèrent lorsqu'elle le vit entrer. « Declan, enfin! Suis tellement contente qu'il t'ait appelé, » murmura Hannah, en triant des documents et en secouant la tête, incrédule. « J'ai vu ton dossier dès ma première semaine et je ne comprenais vraiment pas pourquoi quelqu'un avec tes qualifications travaillait dans le nettoyage. J'ai essayé d'en parler à M. Whitmore, mais il m'a immédiatement fait taire. » Elle pas fini sa phrase, mais le sens était clair. Cet après-midi-là, alors que Declan préparait les documents pour la conférence dans le salon VIP, il découvrit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Les traductions en mandarin dans le dossier étaient complètement erronées. Non seulement les mots étaient incorrects, mais le ton et les nuances culturelles étaient également incorrects, à tel point qu'elles pouvaient causer des malentendus diplomatiques et potentiellement ruiner toute la conférence. Sans hésiter, il prit un stylo et corrigea chaque erreur, ajustant les formules de politesse, la structure des phrases et les nuances. Puis il refit entièrement le dossier de bienvenue. « Comment sais-tu qu'il... » La voix de Madeleine retentit depuis l'embrasure de la porte. Elle se tenait là depuis qui sait combien de temps, les bras croisés, le regardant travailler.
Declan se retourna. La terminologie est dépassée et pourrait être considérée comme offensante dans le monde des affaires chinois. Celui qui a traduit cela ne connaît que les bases. Il ne comprend pas les subtilités culturelles. Madeleine acquiesça, le regard perçant, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Monsieur Whitmore m'a assuré qu'il avait engagé le meilleur traducteur, souligna-t-elle. Chaque mot coûte une fortune. Il a engagé quelqu'un sans vérifier ses compétences. Declan dit simplement, en montrant une erreur majeure sur la première page de la proposition de partenariat. Le silence envahit la pièce, pas le genre de silence confortable, mais celui qui précède la tempête. Le lendemain, la conférence commença officiellement. Declan se déplaçait parmi les cadres internationaux comme s'il était né pour ce travail. Il passait sans difficulté du néerlandais au mandarin, écoutant, interprétant, établissant des liens, sans hésitation ni maladresse. Il créait des ponts diplomatiques qui auraient normalement nécessité des semaines de négociations. En le regardant, personne n'aurait pu deviner qu'il passait toutes ses nuits à nettoyer le rez-de-chaussée. Pendant la pause, Thomas Whitmore, l'homme puissant qui n'avait jamais adressé la parole à Declan de son plein gré en 6 ans, s'approcha de lui. Son sourire était de ceux que l'on perfectionne devant un miroir, prôle mais vide. « Monsieur Monroe » commença Whitmore d'une voix empreinte de courtoisie sociale. « Très impressionnant. Il semble que Mark ait sous-estimé votre potentiel. » Declan lui rendit son sourire poliment. « Merci. C'est intéressant que la partie de mon dossier indiquant que je parle couramment le mandarin ait été ignorée, surtout si l'on considère que l'hôtel a payé 50 000 $ pour des services de traduction de qualité médiocre pour cette conférence. » Le sourire de Whitmore s'est figé instantanément. « Je suis sûr qu'il doit y avoir un malentendu, » balbutia-t-il. « Je n'ai jamais reçu. J'ai lu les accusés de réception de tous les emails envoyés au cours des 6 dernières années. » L'interrompit gentiment Declan, y compris ceux qui signalaient de graves erreurs de traduction pour les événements asiatiques. L'atmosphère entre eux devint pesante, suffocante. Ce que Declan ne dit pas, mais qu'ils savaient tous les deux, c'est qu'Anna lui avait donné accès à l'ensemble des fichiers du contrat de traduction que la société avait engagé, appartenant à la nièce de Whitmore, sans expérience ni certification, mais facturant des tarifs équivalents à ceux des meilleurs spécialistes. Pire encore, toutes les traductions précédentes comportaient les mêmes erreurs, des erreurs susceptibles de coûter des millions de dollars aux entreprises et de nuire à leur crédibilité internationale. En regardant Whitmore à présent, Declan ne se sentait plus petit, il n'était plus invisible. Le 3e jour de la conférence, quelque chose d'inattendu s'est produit alors que Declan assistait un groupe de cadres d'entreprises néerlandais. L'un d'eux a soudainement plissé les yeux, penché la tête, puis s'est exclamé « Attendez, n'êtes-vous pas l'auteur de cette étude remarquable sur les variations linguistiques dans le commerce international publiée dans le Journal of Applied Linguistics ?» Declan se figea un instant, n'en croyant pas ses oreilles avaient entendu. « Oui, c'est moi », s'écria l'homme, plein d'enthousiasme. « J'ai déjà cité vos recherches lors de 2 grandes conférences. » Il appela immédiatement d'autres collègues pour leur présenter Declan, lui serrant la main avec enthousiasme comme s'il s'agissait d'un invité d'honneur. La scène attira l'attention de loin. Madeleine, légèrement appuyée contre la rampe à l'étage, observait la scène d'un regard vif et froid, comme si elle évaluait un échiquier entier. Ce qui attira le plus son attention, c'était le visage de Whitmore perdant lentement son assurance artificielle, une ride d'inquiétude visible se creusant sur son front, son sourire poli se déformant au coin. Il ne savait pas ou ne voulait pas savoir que pendant qu'il passait des années à sourire en société et à prétendre avoir le contrôle, Declan tissait discrètement un filet fait de données, de contrats, de confirmations par email, d'erreurs de traduction répétées, de vérités, un filet qui n'exposait pas seulement les erreurs d'un seul homme, mais tout un système de discrimination et de corruption cachée, un système qui avait réprimé des talents comme lui pendant des années, tandis que des contrats lucratifs étaient attribués à des personnes non qualifiées pour le travail. Ce que personne à l'hôtel Golden Crest Bay ne réalisait, du moins pas encore, c'était que le père célibataire travaillant de nuit, l'homme qui avait répondu au téléphone dans un néerlandais parfait ce jour-là, n'était pas à la conférence par hasard. Derrière ce transfert de service apparemment simple, un plan était déjà en marche, un plan calculé, un plan qui allait non seulement changer la vie de Declan, mais ouvrirait également grand la porte à la vérité. La question n'était plus de savoir s'il pouvait prouver ce qui s'était passé,
mais plutôt, lorsque la vérité éclaterait, à quel point elle serait dévastatrice. Le quatrième matin de la conférence, le Golden Crest Bay Hotel bourdonnait comme une ruche grâce à l'initiative de Declan. Les contrats préliminaires avaient dépassé toutes les attentes. L'atmosphère était si énergique que tout le monde sentait que l'entreprise était sur le point de faire une percée majeure. Alors que Declan traversait le hall principal, il tomba sur une scène qui le fit s'arrêter. Thomas Whitmore escortait une jeune femme si tendue qu'elle serrait fermement son dossier vers l'ascenseur réservé aux cadres. Mademoiselle Whitmore, votre traduction en mandarin est très bonne, dit Whitmore d'une voix tendue. Ne vous inquiétez pas. Declan la reconnut immédiatement. C'était sa nièce. Elle tenait un dossier sur lequel était clairement inscrit « Contrat clé, traduction finale ». Un simple coup d'œil en passant suffit à confirmer ses craintes. Les graves erreurs qui avaient été discutées et signalées précédemment étaient toujours présentes. Cela ne pouvait pas passer inaperçu. Madame Prescott devait être mise au courant immédiatement. Declan se précipita vers le bureau du PDG et frappa à la porte, mais n'ait pas attendu la permission avant d'entrer. Madeleine était en train de passer en revue une pile de documents. Elle leva les yeux et son expression se durcit lorsqu'elle vit son urgence. « Declan, qu'y a-t-il? » Monsieur Whitmore remplace ma traduction correcte par la version erronée, celle que sa nièce a faite. Il posa son téléphone sur le bureau et montra à Madeleine une série de captures d'écran. Et j'ai la preuve que cela se produit depuis des années. Madeleine se leva d'un bond, sa chaise glissant légèrement en arrière. Êtes-vous absolument certain d'avoir tout enregistré et j'ai trouvé l'historique des paiements de son agence de traduction. Ils ont été payés 3 fois le prix du marché, tandis que des candidats qualifiés comme moi ont été systématiquement rejetés. Hannah Cole se précipita dans le bureau, légèrement essoufflée après avoir couru. Madame Prescott, désolé de vous interrompre, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir immédiatement. Elle tendit un épais dossier contenant 5 ans de dossiers de recrutement. Il a un schéma constant de rejet des candidats qualifiés, en particulier des parents célibataires, toute personne ayant des obligations familiales et toute personne considérée comme peu flexible en matière d'horaire de travail. Madeleine tourna les pages et son visage devint glacial. L'enquête externe a révélé quelque chose d'irrégulier. Mais là, c'est un système. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Whitmore entra sans frapper ni demander la permission. Madeleine, la délégation néerlandaise, est prête à signer, mais il s'interroge sur des incohérences dans la traduction. Monroe a dû faire une erreur. L'atmosphère se figea instantanément. Madeleine se dirigea lentement vers la porte, puis la referma derrière elle d'un clic froid et décisif. « Thomas, dit-elle d'une voix calme à en être dangereuse, je suis en train d'envisager de payer 50 000 $ pour une traduction de mauvaise qualité alors que nous avons une employée qualifiée qui nettoie les toilettes. Expliquez-moi. » Whitmore pâlit. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Nous avons engagé la meilleure. Ta nièce Thomas Madeleine l'interrompit. Ashley Whitmore. 0 expérience en mandarin formel, faux certificat. » Declan ajouta en posant un email imprimé sur le bureau. « Je viens de confirmer avec l'Université Peking qu'ils n'ont jamais délivré de certificat à Ashley Whitmore. » Whitmore se retourna brusquement et lança à Declan un regard plein de venin. « Tu n'étais personne, a-t-il sifflé, juste un concierge qui pense pouvoir s'asseoir à la table des grands. » L'expression de Declan n'a pas changé. Doctorat en linguistique appliquée de Berkeley, a-t-il corrigé calmement, avec 6 publications internationales, toutes classées dans les ressources humaines que vous avez ignorées à plusieurs reprises. Thomas Madeleine est intervenu d'une voix tranchante, comme de l'acier. « J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration dans 30 minutes. D'ici là, je veux votre lettre de démission sur la table. » Whitmore a laissé échapper un rire creux. « Vous ne pouvez pas être sérieux à ce sujet, à son sujet. Choisissez vos prochains mots avec beaucoup de prudence, » dit Madeleine, chaque syllabe glaciale et mortelle, un avertissement, un verdict, une fin. 2 heures plus tard, la salle de conférence exécutive était bondée. Tous les managers, superviseurs et directeurs avaient été convoqués en urgence. L'atmosphère était lourde, tendue comme une corde tendue. Au premier rang, les cadres néerlandais et chinois étaient assis bien droits, observant tout avec une curiosité méfiante. Mark Ellison, désormais dépouillé de son autorité habituelle, était assis maladroitement à côté d'autres chefs de département, ressemblant à quelqu'un sorti d'un mauvais rêve. Madeleine monta sur la scène. Declan se tenait à ses côtés,
silencieux mais confiant. Aujourd'hui, commença Madeleine d'une voix claire et forte comme une cloche, nous avons découvert un système de discrimination et de népotisme qui a coûté des millions de dollars à cette entreprise. Un murmure parcourut la salle. Pendant des années, poursuivit-elle, des managers comme Thomas Whitmore et Mark Ellison ont appliqué des politiques non officielles qui ont nui aux employés et détruit nos profits. Derrière elle, le grand écran s'illumina et une présentation massive apparut, avec des graphiques comparant les qualifications des employés, des personnes talentueuses maintenues à des postes subalternes, ainsi que des statistiques de rejet systématiques et de contrats gonflés directement liés aux membres de la direction. Madeleine s'est tournée vers Declan. Monsieur Monroe, que certains d'entre vous ne connaissent que comme concierge, ait sauvé cette entreprise d'un désastre financier et diplomatique cette semaine. La salle s'est agitée. Il a corrigé des traductions qui auraient pu nous coûter des millions en malentendus contractuels. Les cadres asiatiques ont approuvé d'un signe de tête, certains applaudissant, même doucement par respect. Madeleine a continué d'un ton glacial. À la suite de cette enquête, M. Thomas Whitmore est immédiatement licencié pour faute grave. Un allaitement s'est fait entendre dans les derniers rangs. Mark Ellison est suspendu pendant que nous terminons l'enquête sur son implication. Madeleine balaya la salle du regard et ajouta « À compter de maintenant, nous allons auditer l'ensemble du processus de recrutement et de promotion des 5 dernières années. » Un silence stupéfait et pesant s'installa. Mark baissa la tête, pâle comme si tout son sang s'était retiré de son corps. Puis Madeleine esquissa un petit sourire délibéré et conclut « J'ai le plaisir d'annoncer que le Dr Declan Monroe assumera le rôle de directeur mondial de la communication interne et supervisera toutes les opérations multilingues de l'entreprise. » Dès qu'elle eut terminé, la salle éclata. Certains applaudirent avec hésitation, d'autres par politesse, mais beaucoup applaudirent avec émotion, en particulier l'équipe d'entretien assise au fond de la salle. Ils se levèrent, les yeux brillants de larmes, pour applaudir l'homme qui s'était élevé à partir du même poste qu'eux. Alors que Declan et Madeleine quittaient la scène, il aperçut Whitmore escorté hors du bâtiment par la sécurité, le visage déformé par un mélange de rage et de désespoir. Cet homme ne pouvait croire que son jeu était terminé. En passant devant Declan, il siffla entre ses dents serrées. « Tu ne tiendras pas tenir un mois. » Declan se contenta de sourire, sans amertume ni défi, juste un sourire qui connaissait la vérité. Dans la poche de son nouveau blazer, le petit enregistreur contenait encore tous les mots discriminatoires, menaçants et désespérés que Whitmore avait laissés échapper ces derniers jours. Declan savait que, si nécessaire, la vérité était toujours là et que cette fois, il n'était plus invisible. Cette nuit-là, le petit appartement du quartier de Mission semblait plus calme que d'habitude. Declan s'assit à côté du lit de Hazel. La fillette de 7 ans serrait son ours en peluche dans ses bras, ses grands yeux ronds le fixant, des yeux exactement comme ceux d'Emma, clairs et capables de faire fondre son cœur. « Papa, tu n'as pas besoin de travailler ce soir », demanda Hazel d'une voix aussi petite que celle d'un chaton. « Non, ma chérie », répondit Declan en lui caressant doucement les cheveux. « Je ne travaillerai plus de nuit, vraiment. » Les yeux de Hazel s'illuminèrent comme des feux d'artifice. « Alors tu pourras m'accompagner à l'école tous les jours maintenant ?» Declan acquiesça, la gorge serrée par l'émotion. « Oui, et ce week-end, nous on va voir un vrai spectacle de ballet. On ne regardera plus seulement des vidéos sur YouTube. » Hazel bondit et enroula ses petits bras autour de son cou. « Papa, tu es le meilleur au monde. » Quand Hazel finit par s'endormir, sa respiration régulière, son visage paisible sous la douce lueur de la veilleuse, Declan se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville de San Francisco s'étendait sous ses yeux, scintillante de lumière. Il sortit son téléphone, l'écran s'illumina avec la photo d'Emma, son doux sourire, ses yeux pleins de foi. « Emma, murmura-t-il d'une voix légèrement tremblante, je ne l'ai pas faite pour moi, mais pour Hazel, pour tous ceux qui sont encore coincés comme je l'étais autrefois. » Il se souvenait des derniers mots d'Emma, ceux qui l'avaient accompagné pendant toutes ces années difficiles. Ne les laisse jamais te rabaisser. Maintenant, il comprenait parfaitement. La force, ce ne consiste pas à ne jamais être poussé vers le bas. La force consiste à se relever encore et encore, à effacer les tâches d'un système injuste et à ouvrir la porte à ceux qui sont derrière vous pour qu'ils puissent grimper.
6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique, le jour où Declan avait répondu à un appel téléphonique en néerlandais dans le hall de l'hôtel Golden Crest Bay, alors que tout le monde autour de lui croyait encore qu'il n'était rien de plus qu'un concierge. Ce qui n'était autrefois qu'une histoire de justice pour un seul homme était maintenant devenu une vague silencieuse qui se propageait dans toute l'industrie hôtelière américaine. Le bureau de Declan se trouvait désormais au 32e étage, où la lumière du soleil matinal baignait une vue imprenable sur San Francisco. Sur la porte, une élégante plaque en chêne indiquait Dr. Declan Monroe, vice-président du développement des talents et des relations internationales. Son salaire était désormais à 5 chiffres par mois, et non plus par an, mais le véritable pouvoir ne résidait pas dans les chiffres, mais dans le fait qu'il pouvait changer la vie de ceux qui étaient ignorés, tout comme lui l'avait été autrefois. Anna, désormais assistante de direction et sa meilleure amie, intervint avec un sourire fier. Le comité de restructuration est prêt, Dr. Monroe. Declan acquiesça. Pas dans le chiffre, mais dans le fait qu'il pouvait changer la vie de ceux qui étaient négligés, tout comme il l'avait été autrefois. Anna, désormais assistante de direction et sa plus proche amie, entra avec un sourire fier. Le comité de restructuration est prêt, Dr. Monroe. Declan acquiesça, prit une profonde inspiration et entra dans la grande salle de conférence où Madeleine et l'ensemble du conseil d'administration l'attendaient. Aujourd'hui était le jour où il présentait le rapport final de l'initiative Talent caché, le programme que Declan avait mis en place de A à Z pour trouver et valoriser les employés talentueux systématiquement ignorés par le système. Les résultats du programme pilote ont dépassé toutes les attentes. Declan commença d'une voix calme mais confiante. Derrière lui, des graphiques apparaissaient clairement à l'écran. En 6 mois, nous avons identifié 183 employés possédant des compétences exceptionnelles en langue, en finance, en gestion et en technologie, des personnes coincées à des postes bien en deçà de leurs réelles capacités. Il marqua une pause puis ajouta 89% d'entre eux sont des parents isolés, des aidants ou des employés ayant des engagements personnels, des raisons qui ont été interprétées à tort comme un manque de flexibilité, ce qui leur a coûté des opportunités pendant des années. Madeleine a levé les yeux brillants de fierté. C'était exactement ce que Declan avait demandé lorsqu'il avait accepté son nouveau poste. Non seulement améliorer sa vie, mais aussi améliorer l'ensemble du système. Le plus impressionnant, a poursuivi Declan, c'est l'impact financier. Les coûts de traduction externalisés ont baissé de 78%, la satisfaction des clients internationaux a augmenté de 51% et notre indice de diversité est désormais le plus élevé de tout le secteur. Il balaya la salle du regard, rencontrant un à un les visages attentifs. Tout cela simplement en offrant de réelles opportunités à des personnes qui figuraient déjà sur notre liste de paie à travers les États-Unis. Beaucoup de gens suivaient la conférence avec des émotions très différentes. À Sacramento, Mark Ellison regardait la retransmission depuis un petit hôtel faiblement éclairé, la lumière tamisée se reflétant sur son visage fatigué. Après une enquête approfondie, il avait évité de justesse le licenciement en acceptant une rétrogradation et une mutation. Mark passait désormais ses 6 journées à gérer le service de blanchisserie d'un hôtel de seconde zone, un rappel humiliant du nombre de personnes talentueuses qu'il avait rejetées à cause de ses préjugés et de son arrogance. Thomas Whitmore n'a pas regardé la retransmission après avoir été licencié. Aucun hôtel de luxe du pays ne voulait l'embaucher. Les allégations de discrimination systématique et de corruption lui avaient fermé toutes les portes, entachant sa réputation de manière irréparable. Les rumeurs se sont répandues dans tout le secteur. Whitmore travaillait désormais comme responsable de nuit dans un motel routier en Arizona, un poste que même les nouveaux venus dans le domaine refusaient souvent. Quant à Ashley, sa nièce, elle connut une fin moins brutale, mais tout aussi amère. Elle dut rembourser les honoraires gonflés de tous ses contrats de traduction, suivre une formation obligatoire sur l'éthique professionnelle et étudiait désormais le mandarin grâce à une bourse de la Fondation Coleman pour l'éducation linguistique inclusive. Ironie parfaite, celle qui se disait autrefois traductrice professionnelle devait finalement tout réapprendre à partir de zéro. Enfin, Declan se tourna vers la caméra qui diffusait dans tous les hôtels de la chaîne et déclara « Je voudrais partager quelque chose de personnel. » Il marqua une longue pause et un silence lourd de sens envahit la pièce.
J'ai grandi dans une famille très modeste, a-t-il commencé d'une voix chaleureuse et posée. Mon père était charpentier, ma mère travaillait dans une blanchisserie. Ils ont tout sacrifié pour que je puisse aller à l'université, le premier de ma famille à atteindre cet objectif. Declan a pris une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à ouvrir une vieille porte dans son cœur. Lorsque ma femme Emma est décédée, me laissant avec un enfant d'1 an et une dette écrasante, j'ai pensé que mes rêves étaient finis. J'ai accepté un emploi de nettoyeur, me disant que c'était temporaire. Au premier rang, de nombreux cadres, en particulier ceux qui venaient d'être promus grâce à l'initiative Talent caché, s'essuyèrent discrètement les yeux. 6 ans, dit Declan doucement, mais ces mots étaient tranchants comme des lames. J'ai perdu 6 ans, non pas parce que je manquais de compétences, non pas parce que je n'avais pas essayé, mais parce que j'étais père célibataire, parce que je devais aller chercher ma fille à 18 heures au lieu d'aller à l'apéro, parce que je ne pouvais pas rester tard, parce que je devais m'occuper de mon enfant. Declan a regardé droit dans la caméra, sans ciller, sans vaciller. Emma me disait souvent, Declan, tu es talentueux, ne laisse personne te rabaisser. Mais je l'ai fait. J'ai laissé ce système me convaincre que je n'étais bon qu'à tenir un balai et un seau. Sa voix s'est brisée. Ce qu'Emma n'a jamais pu voir, c'est ce moment. Elle n'a pas été témoin du fait que son sacrifice et celui de mes parents ont finalement été honorés. Et c'est peut-être là le plus grand chagrin de tous. La salle est devenue silencieuse, un silence lourd et respectueux, et j'ai compris, et poursuivi Declan, sa voix redevenant plus ferme. La véritable force d'une entreprise ne réside pas dans son nombre, mais dans les personnes qu'elle élève, dans le potentiel qu'elle libère. Pendant des décennies, le secteur de l'hôtellerie, comme beaucoup d'autres, est involontairement enterré des talents extraordinaires sous des uniformes anonymes, a sous-estimé ceux qui se trouvaient dans des situations particulières, a supposé qu'ils n'avaient leur place que dans des rôles invisibles. Madeleine a été la première à se lever et à applaudir avec enthousiasme. Puis toute la salle s'est levée et les applaudissements ont déferlé comme une vague, atteignant des centaines d'employés qui regardaient de loin. À ce moment-là, Declan n'était plus l'homme qui nettoyait les sols, il était l'homme qui avait changé tout un système. Cet après-midi-là, Declan a reçu une enveloppe soigneusement posée sur son bureau. À l'intérieur se trouvait une carte postale d'Amsterdam et une lettre imprimée sur du papier à en-tête de l'Université Radboud. Le professeur Lawrence Keefe, l'homme qui avait involontairement mis tout en mouvement avec cet appel téléphonique néerlandais 6 mois plus tôt, avait suivi le parcours de Declan de bout en bout. Cher Declan, votre histoire a inspiré tout notre département de linguistique. Nous aimerions vous offrir un poste de professeur invité dans le cadre de notre programme de communication commerciale internationale. Votre parcours de concierge à vice-président prouve que le talent persiste même lorsque les systèmes ne le reconnaissent pas. Declan a laissé échapper un petit rire en pliant la lettre. Ironiquement, juste au moment où il avait cessé de chercher, la porte de son ancien rêve s'était rouverte, mais cette fois, il besoin de le poursuivre, il avait désormais une mission plus importante. Le lendemain, Declan annonça officiellement la création d'un nouveau fonds de bourse d'études pour les employés d'hôtel et leurs enfants, financé en partie par son nouveau salaire et en partie par des contributions volontaires de partenaires internationaux. La première bénéficiaire de la bourse le fit sourire longtemps. Il s'agissait de la fille d'un ancien collègue concierge, une jeune fille qui avait un jour confié à Declan qu'elle rêvait de devenir directrice d'hôtel, même si sa famille n'en avait pas les moyens. Son rêve allait maintenant commencer et Declan savait que c'était là la véritable victoire. Une semaine plus tard, Declan fit quelque chose qu'il n'avait pas osé faire depuis son arrivée dans les bureaux de la direction. Il retourna au sous-sol. Le vestiaire du personnel d'entretien était exactement le même. Des casiers métalliques rouillés, des bancs en bois usés, un éclairage jaune fatigué et l'odeur familière des produits chimiques de nettoyage qui imprégnaient chaque recoin des murs. Il ouvrit le casier indexé Kite 7, son casier depuis 6 ans, et en sortit son dernier uniforme. Une chemise bleu pâle, simple, avec son nom brodé sur la poche. Declan Housekeeping. Il la souleva, effleurant légèrement le tissu du bout des doigts. À cet instant, il ressentit tout le poids de ces 6 années, non pas le poids de la chemise, mais le poids des rêves mis de côté, du potentiel enfoui, de la dignité autrefois négligée.
Declan se retourna. Rosa se tenait là, âgée de 58 ans, le regard chaleureux, la femme qui avait partagé d'innombrables nuits épuisantes et des quarts de travail exténuants avec Rosa. Declan sourit doucement. J'ai quelque chose à te donner. Il lui tendit un nouveau badge d'employé, brillant et fier. La semaine prochaine, tu commences ton nouveau poste de coordinatrice des services internationaux à la clientèle. Anna te formera et le salaire est 3 fois plus élevé que ce que tu gagnes actuellement. Rosa se figea, la bouche ouverte, mais aucun son ne sortit. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Declan, je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires. Comment peux-tu parler couramment l'espagnol et le portugais? Declan répondit doucement que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Les diplômes comptent, mais pas autant que le vrai talent. Rosa se jeta dans ses bras, tremblante d'émotion. Declan la serra contre lui, puis regarda autour de lui. Combien de personnes talentueuses avaient été ignorées dans cet espace exigu? Combien de personnes comme lui, comme Rosa, avaient attendu que quelqu'un les remarque vraiment? Il connaissait la réponse et avait déjà pris une décision. Il les trouverait une par une. Ce samedi-là, Declan tint la promesse qu'il avait faite à Hazel. Tous deux se rendirent au San Francisco Ballet Theatre pour voir Casse-Noisette. Hazel portait une robe toute neuve, la première de sa vie, qui ne lui avait pas été donnée. Lorsque les lumières de la scène se sont allumées et que les danseurs ont commencé à virevolter gracieusement, les yeux de Hazel brillaient comme des étoiles. Après le spectacle, ils s'arrêtèrent à Ghirardelli Square pour manger une glace. Hazel choisit une glace au chocolat et la lécha joyeusement tandis qu'une brise fraîche venant de la baie les caressait. « Papa, dit Hazel d'une voix pensive, je peux te poser une question? Bien sûr, ma chérie. Pourquoi as-tu travaillé si longtemps à l'hôtel? Oui, euh, même quand ils n'étaient pas gentils avec toi. Declan marqua une pause. Il pesa ses mots pour ne rien cacher, mais aider Hazel à comprendre de la manière la plus douce possible. Ma chérie, dit-il, parfois dans la vie, il y a des gens qui ne voient pas ta vraie valeur. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Gentils avec toi. Declan fit une pause d'une seconde, pesant ses mots, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais pour aider Hazel à comprendre de la manière la plus douce possible. Chérie, dit-il, parfois dans la vie, il y a des gens qui ne voient pas ta vraie valeur. Ils ne voient que le travail que tu fais, ou l'apparence des choses, ou ta situation, et pensent que c'est tout ce qui compte. Mais tu leur as prouvé qu'ils avaient tort. Hazel répondit immédiatement, les yeux écarquillés et pleins de fierté. Je ne leur ai pas vraiment prouvé qu'ils avaient tort. Declan la corrigea gentiment. C'est plutôt comme si tu les avais aidés à y voir plus clair, à ouvrir les yeux. Et surtout, je ne veux pas que quelqu'un doive attendre 6 ans pour être vu. Hazel acquiesça fermement. Comme un super-héros? Oui, rit Declan. Quelque chose comme ça, mais sans cap. Hazel resta silencieuse pendant quelques secondes, puis posa la question qu'il savait inévitable. Tu penses que maman serait fière? Declan sentit sa poitrine se serrer. Il ravala ses émotions et répondit avec une sincérité honnête. Je sais qu'elle le serait, non pas parce que j'ai réussi, mais parce que je n'ai pas abandonné. Ce qu'elle voulait nous enseigner. Sur le chemin du retour, Hazel s'endormit, la tête penchée sur le côté, dans le rétroviseur. Declan la regarda, le cœur débordant d'amour. Tout ce qu'il avait traversé, 6 années difficiles, des nuits si épuisantes qu'il en pleurait, des jours où il vivait comme un homme invisible, en valait la peine si le résultat était que Hazel grandissait dans un monde plus gentil, plus juste, un monde que son père avait contribué à changer. 1 an après cet appel téléphonique fatidique aux Pays-Bas, Declan se tenait sur la scène de la National Hospitality Conference à Chicago. L'initiative Hidden Talents s'était étendue à 47 chaînes hôtelières à travers le pays. Plus de 2000 employés avaient été identifiés, recyclés et promus à des postes qui reflétaient véritablement leur réelle capacité. Mais aujourd'hui, Declan ne parlait pas de chiffres. « Je voudrais vous présenter quelqu'un, dit-il en faisant un geste de la main. Rosa monta sur scène. Elle était désormais directrice régionale des relations clients pour toute la côte ouest. Son tailleur était impeccable, sa posture droite, ses pas assurés. Elle n'était plus la femme qui nettoyait les toilettes, les yeux baissés par timidité. Une année avait changé beaucoup de choses. Voici Rosa Martinez, présenta Declan. Il y a 1 an, elle travaillait au salaire minimum, même si elle parlait 3 langues et avait 20 ans d'expérience dans le service à la clientèle.
Aujourd'hui, elle gère 15 employés et a augmenté la satisfaction des clients internationaux de 63 Des applaudissements tonitruants ont rempli la salle. L'histoire de Rosa n'est pas une exception, a poursuivi Declan. C'est un modèle dans toute cette industrie. Il y a des milliers de Rosa, des milliers de Declan, des personnes talentueuses enfouies sous les préjugés, l'âge, les circonstances familiales ou simplement parce qu'elles ne correspondaient pas aux moules. Il fait une pause balayant du regard toute la salle, en état des salles. Ce qui avait commencé par un coup de téléphone en néerlandais avait créé des ondulations qui s'étaient propagées bien au-delà d'un hôtel. Le message est clair. Le talent est partout. Ce qui manque, ce sont les opportunités et la reconnaissance. Après la conférence, Declan se rendit au cimetière de Colma, juste à l'extérieur de San Francisco. Hazel, maintenant âgé de 8 ans, tenait la main de son père main tandis qu'il marchait le long du chemin tranquille, la brise du soir faisant bruisser les rangées d'arbres. Ils s'arrêtèrent devant la tombe d'Emma. Declan déposa un bouquet de roses blanches, ses préférées, et à côté, il posa son ancien badge d'employé. Declan Monroe, service d'entretien, Emma. Sa voix se serra. Je l'ai fait non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes à qui on a dit qu'elle n'est pas assez bien et qu'ils devaient rester à leur place. Hazel serra la main de son père. Tu m'as appris que la vraie valeur ne vient pas de ce que les autres voient, mais de ce que nous savons de nous-mêmes. Declan continua. Il m'a fallu 6 ans pour m'en souvenir, mais maintenant, je ferai tout mon possible pour que personne d'autre n'ait à perdre 6 ans comme je l'ai fait. Il s'agenouilla et posa sa main sur la pierre tombale. Emma, tu avais tort sur un point, murmura-t-il. Tu disais que certaines portes ne s'ouvriraient jamais. Mais elles peuvent s'ouvrir, il suffit d'être assez courageux pour pousser plus fort. Et une fois qu'elles s'ouvrent, nous devons les garder ouvertes pour ceux qui viendront après. Hazel posa un petit ours en peluche sur la tombe qu'elle avait acheté avec son argent de poche économisé. Maman, je t'aime et je suis fier de papa. Alors qu'il se levait pour partir, Declan se retourna pour jeter un dernier regard. Le coucher de soleil projetait sa lumière chaude sur la pierre tombale où l'on pouvait lire Emma Monroe, épouse et mère bien-aimée. En dessous se trouvait le badge de femme de ménage, qui n'était plus un signe de honte, mais un symbole du parcours accompli, un rappel que le point de départ ne détermine jamais le point d'arrivée. Alors que le père et la fille s'éloignaient du cimetière, la lueur dorée sur la baie de San Francisco formait une scène radieuse, comme une confirmation silencieuse. Un simple coup de téléphone en néerlandais a tout changé, non seulement parce qu'il a sauvé un homme, mais aussi parce qu'il a ouvert la porte à des milliers d'autres, et cette porte ne se refermera jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de laisser un commentaire et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'être là, à bientôt dans la prochaine vidéo.